Bonjour, chers confrères. Donc, je suis très heureux d'être avec vous et je remercie Monsieur le professeur Belkhadir et l'ensemble du comité pour m'avoir invité à partager avec vous certaines données sur l'association des apnées du sommeil et du diabète, qui est une association maintenant qui est bien établie, sachant que aussi bien les apnées du sommeil que le diabète retentissent l'une sur l'autre. D'après les données épidémiologiques, le syndrome des apnées obstructives du sommeil affecterait 1 milliard de personnes dans le monde. Et dans une étude qui est SleepAid, on avait trouvé 86,6% de ce syndrome chez les patients obèses avec diabète type 2 et un syndrome modéré à sévère, c'est-à-dire un index d'apnée supérieur à 15 par heure, chez presque la moitié de cette cohorte. Ce qui est très important à souligner, c'est que la majorité des cas de syndrome des apnées du sommeil est sous-diagnostiquée et sous-traitée, et malgré le fait que aussi bien les patients que les médecins ont fait le diagnostic du SAOS, du syndrome d'apnée, ces malades-là n'ont pas été traités correctement. Il faut savoir que ce syndrome des apnées du sommeil peut aggraver le diabète de type 2 et causer également une hyperglycémie. De même, le diabète peut aggraver le syndrome des apnées du sommeil à travers ses effets neuromyopathiques. Et aussi bien le syndrome des apnées du sommeil que le diabète ont des effets synergiques sur le risque de maladies vasculaires et d'athérosclérose. Et souvent, le syndrome des apnées du sommeil et l'atteinte hépatique non alcoolique qui a été appelée NASH et maintenant NAFL, Flat Liver Disease, sont associés à une résistance à l'insuline. Alors, la définition de syndrome des apnées du sommeil, c'est des collapsus du pharynx, complets ou partiels, survenant de manière répétée au cours du sommeil, avec 4 conséquences principales: la survenue de séquences de saturation et réoxygénation, des épisodes transitoires d'hypercapnie, des efforts respiratoires augmentés, la survenue des micro-éveils et une qualité de sommeil qui est mauvaise, avec un sommeil qui est fragmenté. Alors, comment faire le diagnostic de ce syndrome des apnées du sommeil? Il y a des critères cliniques et des critères d'examen polysomnographique. Alors, il faudrait au moins avoir la présence des critères A ou B et du critère C. A, c'est sa somnolence diurne excessive, non expliquée par d'autres facteurs. Et B, c'est deux au moins des critères suivants, qui sont le ronflement sévère et quotidien, les sensations d'étouffement, les éveils répétés pendant le sommeil, un sommeil non réparateur, une fatigue diurne, des difficultés de concentration et une nixurie. Le critère C qui est très important et qui permet de confirmer le syndrome des apnées du sommeil, c'est l'enregistrement polysomnographique ou polygraphique. Et on trouve un index d'apnée et des hypnopnées qui est supérieur à 5. Et on parle de syndrome modéré lorsque c'est supérieur à 15, entre 15 et 30, et sévère lorsque cet index dépasse 30. Alors, les facteurs favorisants, c'est l'obésité, il y a une prédominance masculine, c'est un âge compris entre 50 et 70 ans, des anomalies des voies aériennes supérieures et des comorbidités qui sont associées à ce syndrome, comme des comorbidités neuropsychologiques, des risques d'accident, des complications cardiovasculaires, des comorbidités métaboliques qui seraient présentes dans 50 à 60% des cas, et le diabète serait présent dans 15 à 30% des patients SAOS présentant un diabète, dont plus de la moitié est méconnue. Inversement, jusqu'à 70% des patients diabétiques ont un syndrome apnée du sommeil associé, et ce syndrome constitue un facteur d'insulino-résistance susceptible de favoriser le développement du diabète. Alors, les questions importantes qu'il faut se poser, c'est: quelle est la prévalence du syndrome des apnées du sommeil chez les diabétiques? Quelle est la prévalence du diabète chez les patients atteints du syndrome des apnées du sommeil? Chez quel diabétique faut-il dépister un syndrome d'apnée du sommeil? Est-ce que le traitement de ce syndrome d'apnée améliore le contrôle du diabète? Et est-ce qu'un bon équilibre glycémique améliore-t-il le syndrome des apnées du sommeil? Alors, des études qui ont été faites dans plusieurs pays ont montré que, par exemple, en fonction de l'IMC, c'est plus l'IMC est élevé, plus le risque de syndrome des apnées du sommeil est élevé. Et vous voyez que dans ces 5 études, ce risque-là, avec un index d'hypopnée apnée supérieur à 15 ou même parfois supérieur à 30, varie de 18 à 53%. Donc, les malades diabétiques, surtout en surpoids,
ont un index d'apnée, une fréquence d'apnée du sommeil élevée. De même que chez les patients de type diabète 1, deux études ont montré que même si l'AMC n'est pas élevé, on a un syndrome d'apnée du sommeil entre 19% et 38%, notamment dans l'étude de Manin de 2015. Également, les perturbations de l'équilibre glycémique ont été établies même chez des personnes qui ont un SAOS sans diabète, et on voit dans ces 6 études qu'il y a une association entre la sévérité de l'index apnée-hypopnée et l'altération de la sensibilité à l'insuline. Et également, on trouve une intolérance au glucose si l'index d'hypopnée est supérieur à 15 par heure. Alors, une méta-analyse publiée en 2016 a rassemblé les résultats de 8 études qui ont analysé le risque de diabète incident chez des patients apnéiques comparé à des jeunes apnéiques. Le risque relatif était de 2,02 et après ajustement sur l'âge, le sexe et l'IMC, le risque était atténué à 1,49. Dans une étude, la cohorte MELS, eh bien, le risque de développer un diabète incident était associé à l'index de désaturation d'oxygène et à la présence d'un SAOS sévère avec un autre ratio à 2,6. Dans une autre étude qui a suivi les malades pendant 4 ans ou 8 ans, on voit que lorsqu'il n'y a pas de syndrome d'apnée du sommeil, le risque de faire un diabète est de 6% à 4 ans et de 11,9% à 8 ans. Lorsque le syndrome d'apnée du sommeil est léger, ce risque augmente à 1,3% et 14%. Lorsque c'est un syndrome modéré à sévère, ce risque est de 14% à 4 ans et de 22% à 8 ans. Également, une étude européenne qui s'est déroulée en 2014 et qui a intéressé 6616 adultes a trouvé que chez les sujets non apnéiques, la prévalence diabète était de 6,6%. Elle passe à 14% en cas de syndrome léger, à 21% en cas de syndrome d'apnée modéré et 28% en cas de syndrome d'apnée sévère avec un autre ratio de 1,87. Une étude publiée par Mahmoud sur 1008 patients a trouvé un 30% de diabète type 2 en cas de SAES, quelle que soit la sévérité, alors que chez le groupe témoin, c'est le chiffre de 18,6%. Et une étude américaine qui a suivi l'incidence cumulative sur 5 ans de diabète de type 2 selon la sévérité du syndrome d'apnée du sommeil. En cas de syndrome léger, c'est 7,5%, modéré 9,9% et sévère 14,9%. 25 études comprenant un total de plus de 154 000 patients avec syndrome d'apnée du sommeil. Et lorsqu'on a étudié les facteurs de risque de diabète et du prédiabète, on a trouvé que le syndrome d'apnée du sommeil est associé à un risque d'altération de la glycémie à jeun, avec un autre ratio de 2,34, diminution de la tolérance au glucose de 1/58, altération de la régulation glycémique au ratio 2,15 et diabète au ratio 3,62. Donc, le risque de développer un prédiabète ou un diabète est élevé chez les patients avec syndrome d'apnée du sommeil. Alors, comment un petit peu comprendre les complications et les conséquences du syndrome d'apnée du sommeil? On voit que le syndrome d'apnée du sommeil entraîne une fragmentation du sommeil et surtout des hypoxies intermittentes qui vont altérer la balance sympathique-vagale, entraîner des modifications hormonales et métaboliques, un stress oxydant et une inflammation en cascade, et donc entraîner une insulinorésistance, une insulinosécrétion, dyslipidémie, dysfonction endothéliale, et ça aboutit au diabète, à l'hypertension artérielle et aux complications micro- et macrovasculaires, et que l'horloge circadienne elle est perturbée en cas de syndrome du sommeil, ce qui favorise une détérioration de la tolérance au glucose, une diminution de la sensibilité à l'insuline, l'altération du métabolisme glycosidique, l'augmentation de l'hypogénèse, et ça aboutit aussi bien à l'obésité qu'au diabète de type 2. Et également, ce qui est très important dans cette cascade d'événements qui aboutit aussi bien au diabète, à l'obésité qu'aux maladies cardiovasculaires, il y a une dysrégulation du métabolisme qui est activée par l'inflammation en cascade, l'activation du système nerveux autonome, une endocrinopathies et des effets pancréatiques secondaires à l'hypoxie intermittente chronique favorisée par le syndrome d'apnée du sommeil. Et on peut aussi
trouver une relation avec la maladie hépatique, stéatose hépatique, NASH ou maintenant non-alcoolique fatty liver disease, et on voit que les troubles du sommeil favorisent le diabète type 2, favorisent l'obésité, favorisent l'atteinte hépatique, et il y a un aller-retour entre ces différentes pathologies, l'un favorisant l'autre. Et également, aussi bien les conséquences physiopathologiques du syndrome d'apnée du sommeil que du diabète vont favoriser des complications cardiovasculaires qui sont parfois très importantes, qui peuvent aller jusqu'à l'insuffisance cardiaque, le risque d'un infarctus du myocarde, l'hypertension, etc. Alors, en 2018, la fédération, il y a eu des recommandations de la Fédération française du diabète, de la recherche de médecine du sommeil et de la Société de pneumologie de langue française, et qui insistait sur le fait quels sont les malades à dépister, est-ce qu'il faut traiter, comment traiter, etc. Alors, pour d'abord faire le diagnostic de l'apnée du sommeil, l'interrogatoire, il est fondamental, c'est la première étape, et c'est compte tenu de la prévalence élevée de ce syndrome de l'apnée du sommeil chez les diabétiques qui doit être s'adresser à l'ensemble des patients avec un diabète, il y a plusieurs types de questionnaires, le Berlin, les portes, etc. Le plus performant, c'est le Stop Bang, donc c'est le plus performant. Et également, il faut se poser les questions. Est-ce qu'en cas de diabète et obésité, il faudrait, ou de comorbidité cardiovasculaire, ou de diabète difficile à équilibrer, faut-il confirmer de façon obligatoire ce syndrome ou seulement le chercher par l'interrogatoire? Alors, les questions à poser sont des questions simples. Est-ce que vous ronflez la nuit? Est-ce qu'il y a des arrêts respiratoires pendant le sommeil? Est-ce que vous vous réveillez la nuit avec l'impression de suffoquer? Vous voulez plus d'une fois par nuit pour uriner? Vous avez des maux de tête? Vous vous sentez anormalement fatigué la journée? Vous avez l'impression que votre sommeil n'est pas réparateur? Est-ce que vous ressentez de la somnolence dans la journée? Alors, à travers ces questions, on peut dépister un syndrome d'apnée du sommeil et également poser l'indication de la polysomnographie. Certaines situations cliniques justifient la prescription d'emblée de cet examen de confirmation qui est la polysomnographie. Par exemple, en cas d'hypertension artérielle résistance associée, de complications rénales, de complications ophtalmiques, rétiniennes notamment, ou de forte insulino-résistance dans le diabète de type 2. Dans toutes ces situations, même si l'interrogatoire n'est pas concluant, on fait une polysomnographie pour dépister et diagnostiquer le syndrome d'apnée du sommeil. Alors, quel est le traitement de ce syndrome? Il y a d'abord des mesures générales, prise en charge d'un surpoids ou d'une obésité, éviction des médicaments et des substances aggravant ce syndrome, comme les benzodiazépines, les myorelaxants, les morphiniques, les boissons alcoolisées, optimisation de la prise en charge des facteurs de risque, qu'on avons déjà vu, et comme traitement spécifique, celui qui est le plus utilisé, c'est la pression positive continue, PPC ou CPAP. C'est les orthèses d'avancée médulaire lorsque la configuration des mâchoires le permet, et dans certains cas, plus rarement, un traitement chirurgical. Alors la PPC ou CPAP, elle est indiquée en priorité chez les patients présentant un SAOS sévère avec un index d'apnée-hypopnée supérieur à 30. Par contre, les orthèses d'avancée médulaire sont possibles lorsque c'est un syndrome qui est modéré entre 15 à 30. Et par contre, ils sont contre-indiqués lorsqu'il y a une porandopathie sévère qui est fréquente chez le diabétique. Parfois, on a recours à la chirurgie des voies aériennes supérieures, notamment par laser. Et bien sûr, il faut toujours insister sur l'éducation thérapeutique parce que la compliance est importante pour la réussite du traitement. Est-ce que ce traitement par pression positive peut améliorer le diabète? Eh bien, les résultats sont controversés. Si les sujets sans diabète, en dépit de nombreuses études, on trouve quand même un effet significatif de ce traitement sur la sensibilité à l'insuline, mais il y a peu d'arguments objectifs pour dire que cette technique de PPC améliore l'hémoglobine glyquée chez les patients portant d'un diabète type 2, sauf lorsque celle-ci est particulièrement élevée et lorsque le malade est vraiment compliant et utilise cette pression positive pendant plus de 4 heures chaque nuit. Alors, les effets, c'est l'amélioration de la sensibilité à l'insuline. Les essais cliniques qu'on a, c'est des essais non contrôlés et non à l'aveugle, ce qui fait qu'on a des résultats contradictoires.
mais quand même, une méta-analyse récente montre qu'il y a quand même une amélioration du contrôle glycémique et de la résistance à l'insuline, et que seulement cette réponse, elle est dose dépendante, donc aussi bien de la durée d'utilisation que la compliance à cette technique de PPC. Alors, les autres traitements, c'est d'abord l'exercice physique et la réhabilitation qui ont un rôle bénéfique. Également, on a montré que peut-être les médicaments qui ont à la fois un rôle sur la diminution du poids et le diabète, comme les EP1 récepteurs antagonistes, il y en a plusieurs. Parmi les derniers, c'est le tirzépatide. Les autres, il y a au moins 5 ou 6. Eh bien, il semble quand même que ces médicaments peuvent avoir un intérêt parce qu'en diminuant le poids, en contrôlant le diabète, ils réduisent le risque de syndrome des apnées du sommeil. Également, le traitement de l'apnée du sommeil par PPC semble avoir un effet bénéfique sur le contrôle du métabolisme glucidique, de la glycémie et de l'hémoglobine glyquée, une amélioration de la sensibilité à l'insuline, particulièrement chez les patients les moins obèses. La chirurgie bariatrique chez les patients très obèses, morbides, peut entraîner une amélioration vraiment significative, aussi bien du diabète que du syndrome d'apnée du sommeil. Et on voit que ces effets passe non seulement par la perte de poids, mais également par l'action sur l'inflammation systémique, les troubles métaboliques, la dysfonction endothéliale et également sur les autres complications. Une molécule serait intéressante, l'empagliflozine, et qui agit sur le risque cardio-métabolique, mais diminue aussi le risque d'insuffisance cardiaque et rénale avec ou sans SOS. Il y a également des études qui montrent que la metformine peut améliorer la qualité du sommeil et peut favoriser une perte de poids, mais il n'a pas d'effet significatif sur la prévalence du SAOS. Une étude menée au Brésil récemment, en comparant l'effet de la pression positive à la chirurgie, aurait montré que sur une large donnée, eh bien, les patients traités par chirurgie des voisins supérieurs ont une meilleure réponse en ce qui concerne aussi bien l'amélioration du syndrome de l'apnée du sommeil que l'amélioration du contrôle du diabète. Et donc, c'est une technique à laquelle on peut recourir lorsque les techniques classiques comme la CPAP, chez lesquelles il y a 50-80% des patients ne sont pas compliants, ne tolèrent pas, eh bien, cette chirurgie peut être bénéfique chez des malades si l'indication est bien posée. Donc, ce qu'il faut un petit peu insister, c'est que le syndrome d'apnée du sommeil est fréquent chez les diabétiques, surtout obèses de type 2. Plus il est sévère, plus le risque de diabète augmente. Le diabète peut aussi favoriser un syndrome d'apnée du sommeil. Le dépistage du syndrome d'apnée du sommeil est d'abord clinique, mais une polysomnographie est indiquée dans certains cas particuliers. Le traitement du syndrome d'apnée du sommeil peut améliorer le contrôle du diabète si on utilise différentes composants du traitement et si on assure une bonne adhérence au traitement. Et certains médicaments diabétiques et amaigrissants sont prometteurs. Je vous remercie de votre attention et j'espère que cette petite mise au point permettra un petit peu de sensibiliser à la recherche aussi bien du syndrome d'apnée du sommeil chez les diabétiques que du diabète chez les malades atteints du syndrome des apnées du sommeil. Et je vous remercie de votre attention.